Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous parler d'insuffisance respiratoire périopératoire, en fait un peu de comment assister ces patients, les aider quand ils ont, soit on prévoit des problèmes, soit ils ont effectivement des problèmes. Donc je ne vais pas revenir sur les étiologies, mais en anesthésie périopératoire, on a des antécédents, des terrains, des scores, des chirurgies à risque, plein de raisons d'avoir des décompensations respiratoires post-opératoires. En premier lieu, c'est l'encombrement, puis la télectasie, les pneumothorax, OAP, pneumopathie, plus rarement l'embolie. Donc nous, on va traiter la cause et puis essayer d'aider le patient ou de prévenir des problèmes parce qu'il va y avoir des troubles d'hématose, donc sur ces gaz du sang. Et puis il peut se fatiguer et essayer de maintenir cette hématose. Ou parfois faire soit trop d'efforts, ou plus arriver à faire d'efforts, ou faire des efforts qui sont peut-être un peu trop importants et abîment aussi ses poumons. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, le concept périopératoire pour l'assistance, avec la préoxygénation. Alors, il y a le pré-op, le pér-op et le post-op. Et puis, il y a le fait d'être finalement préventif ou curatif. Donc tout ça est parfois assez caricatural, parfois ça un peu intriqué. Faire du préventif chez quelqu'un qui est très obèse, il a forcément déjà un trouble de ventilation, des gaz du sang qui ne sont pas forcément normaux. Donc entre le préventif et le curatif, la frontière est parfois un peu maigre. Donc ça revient à appliquer ces principes, donc on va revoir ensemble. Donc en préopératoire, je voulais faire un peu la revue de la littérature sur les dispositifs que vous avez aujourd'hui et vous donner des données sur ce que ça peut apporter. Donc la première, c'est qu'on voit de plus en plus et qui arrive dans les blocs, c'est l'oxygénation à haut débit, OHD. Et donc une population qui est souvent étudiée parce qu'on en a aussi de plus en plus, c'est la population obèse. Elle a une CRF qui est limitée, elle désature assez vite, donc on est intéressé par avoir des moyens de préoxygénation plus efficaces. Donc là, c'était un premier travail qui comparait l'oxygénation au débit par rapport au masque facial. Donc là, on est... j'avais mis ventilation non invasive, mais c'est une erreur, c'est un masque facial. Et donc, on avait une amélioration avec l'OHD par rapport au masque facial sur le risque, la probabilité de désaturer pour l'induction. Donc, c'est des dispositifs qui ont commencé à apparaître dans les blocs. Les premiers travaux, moi, dans ce que j'en avais vu, c'était plutôt sur l'anesthésie digestive aussi, pour faire les endoscopies, donc des travaux qui étaient de plus en plus fréquents. Ensuite, on a comparé l'OHD à la ventilation non invasive. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez aussi faire des FiO2 plus élevés, mais vous rajoutez en plus une pression expiratoire positive, donc de la PEP. Et donc là aussi, quand on regarde chez les patients, on peut encore améliorer les choses. Donc VNI par rapport à OHD, par rapport à masque facial simple de préoxygénation. À chaque fois, alors on peut regarder la vitesse à laquelle on obtient une fin d'expiration en oxygène élevé, end-tidal O2, ou la désaturation qui est l'événement indésirable qu'on recherche. Donc on a de plus en plus de données quand même maintenant pour nous dire qu'on est habitué à finalement, enfin moi en tout cas quand j'étais au bloc on faisait juste de la préoxygénation au masque, mais peut-être que utiliser de la pression ou du haut débit peut permettre d'avoir de meilleures réserves en oxygène pour l'induction préopératoire, et d'autant plus que les patients ont des anomalies de la ventilation, notamment pour ce qui est de l'obèse, l'hypoventilation alvéolaire. Alors, il y a des dispositifs, je trouve, aujourd'hui qui sont vraiment intéressants, qui ont été développés pour l'anesthésie, pour certaines procédures, donc où on a un OptiFlow, donc de l'oxygénation au débit, et là on va cumuler les deux. On peut mettre un masque appliqué de l'aide inspiratoire et de la PEP, ou prendre au ballon sur son masque, et puis avoir, pendant la période d'apnée, une oxygénation qui se fait au débit via les lunettes nasales. Et vous voyez que celles-ci, elles sont plates, parce que quand on met en fait le masque dessus, on a un système qui va dévier le débit. Je peux pas, ça ne pointe pas malheureusement. Ah si, là. Vous voyez ici un petit système qui dévie, et donc dès qu'on applique le masque, la pression monte, donc ça arrête l'OptiFlow, l'OHD, et puis on peut ventiler au masque, et au moment où on va intuber, on enlève le masque, l'oxygénateur à haut débit refonctionne à nouveau à plein gaz, et donc en fait vous avez ce qu'on appelle de la ventilation apnéique, et ça permet d'avoir une saturation qui se maintient plus longtemps avec la quantité d'oxygène que vous mettez dans l'oropharynx, et qui par diffusion, s'il n'y a pas d'obstruction des voies aériennes bronchiques par exemple, ou plus loin, peut se transmettre aux alvéoles. Donc ça a été étudié, donc ventilation au masque plus OHD. Alors,
Moi, je dis que c'est beaucoup l'équipe de Montpellier, je pense que j'ai raison. Bon, j'ai peut-être été voir dans d'autres pays forcément, mais qui, depuis le début, prône ce type d'application, notamment en réanimation pour intuber des patients compliqués. Et à Bordeaux, nous, ça a été notre stratégie pour toute la pandémie Covid, des patients qui arrivaient très hypoxémiques. On utilisait ça. Alors, on n'avait pas les lunettes spécifiques, on écrasait le masque sur des lunettes d'OptiFlow, donc c'était moins pratique. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont quand même adaptés à ça et qui vont l'être en tout cas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc on voit quand on faisait ça, on avait un pourcentage un end-tidal oxygène qui était plus important. Alors dans une population là aussi qui était avec ou sans obésité. Et donc de faire ça pour l'induction anesthésique par exemple, ça peut vous donner plus de réserve et en plus vous maintenir un peu plus la saturation pendant la période apnéique. Pour la période péropératoire, donc là, il y a pas mal de travaux sur qu'est-ce qui va nous aider pour l'oxygénation en péropératoire. C'est la pression expiratoire positive. Alors on peut dire, est-ce que dans vos blocs, vous utilisez des PEP plutôt basses, plutôt élevées? Moi, quand j'ai commencé mon internat, c'était pas de PEP du tout. Donc il y a 25 ans maintenant, presque. Et puis petit à petit, on a commencé à en mettre. Alors, après, j'étais en chirurgie thoracique, alors c'était interdit parce que c'était censé créer du shunt sur la ventilation unipulmonaire. Puis bon, on a quand même beaucoup évolué. Alors, est-ce qu'il faut faire haute ou basse en tout venant? Donc, moi, j'aime pas du tout les études où c'est tout venant comme ça, mais c'est intéressant de regarder quand même. Donc, effectivement, il y avait des PEP sur des patients plutôt chirurgie abdominale, enfin une chirurgie qui était plutôt abdominale, gynéco. Et puis, ils regardaient le nombre, enfin, on regardait AT0 pendant la chirurgie et puis à distance en ayant eu haute ou basse PEP, enfin en post-opératoire, et donc une chirurgie abdominale et puis avec laparostomie ou célioscopie. Et donc il trouve que la PEP, vous voyez, c'est quand même une grosse différence, c'est 4 versus 11. Donc, voilà, donc nous, dans le service, quand on a commencé et qu'on a enfin commencé à en mettre, c'était plutôt 5. C'était extrêmement rare que la PEP soit, on disait, à 2 chiffres. Donc là, c'est finalement de tester quelque chose qui est assez habituel, 4-5, enfin dire 5 cm d'eau, et puis une PEP à 2 chiffres, autour de 11. Et puis de regarder ce que ça faisait sur la pression motrice, donc on va en reparler après, et de voir qu'effectivement, dans le groupe qui avait plus de PEP, il avait une amélioration de sa pression motrice, ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire que la compliance s'améliore, ça crée du recrutement alvéolaire, mais ça peut se faire pour certains malades, on voit en bas, effectivement, ils ont moins de désaturation quand ils ont des hautes PEP. Par contre, ils ont plus besoin de drogues, d'éphédrine, de drogues vasoactives, ou de noradrénaline, baby noradrénaline, parce que ils ont des plus hauts niveaux de pression intrathoracique. Leur volume peut être un peu limite, et donc ça peut avoir des effets hémodynamiques. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on augmente la pression dans le thorax, on doit regarder les effets que ça a sur l'hémodynamique. Donc, est-ce qu'on peut individualiser au bloc cette PEP? Alors là, on a des outils pour ça. Donc l'idée, alors ici je prends un patient qui est en détresse respiratoire, donc c'est le SDRA, mais vous voyez, on a monté très fort de 5 à 45, c'est du scanner. Alors qu'on n'a pas le scanner sur table au bloc, mais c'est pour vous donner l'image, et on va voir qu'on a d'autres moyens. Et vous voyez que quand on a augmenté très fortement chez lui, ce patient, pour ses condensations postérieures, ça n'a rien fait du tout. Par contre, ça lui squeeze complètement le cœur. Donc c'est ce que je vous dis, là on n'a pas d'effet de la PEP élevée chez ce patient-là. Donc on aimerait individualiser parce que lui, ça ne lui servira à rien. Il va finir sous noradrénaline, baby noradrénaline, sans avoir aucun bénéfice en termes de collapsus. Alors qu'il y a d'autres patients pour qui c'est l'inverse. On leur met de la pression expiratoire positive, ça RER. Donc l'idée d'individualiser vient de là. Alors, les premiers travaux faits par l'équipe de Gattinoni, donc en Italie, qui étaient faits avec le scanner, mais qui n'est pas applicable. Alors, on a d'autres techniques. Alors, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, et finalement, il y a beaucoup de littérature récemment sur ça, qui est de la tomographie. On voit là, ça permet, avec une ceinture comme autour du thorax et un courant électrique, les variations d'impédance dans le thorax sont mesurées, elles sont liées aux variations de volume, donc on peut retracer comme ça l'aération, comme un stéthoscope qui vous donne sur une tranche de 5 à 7 cm où est-ce que ça se ventile. Donc ici, vous avez l'arrière, l'avant. Et on peut regarder du coup dans chaque pixel quelle est la quantité de volume qui rentre, donc la quantité d'impédance qui varie. Et comme vous avez la pression que vous délivrez par votre ventilateur, vous pouvez coder en couleur la variation de compliance dans chaque pixel de votre poumon. Et donc on fait comme ça, on peut faire varier la PEP de haute PEP ici, puis on fait descendre la PEP doucement, et on va regarder comment est la compliance dans tous les pixels du poumon. Et en fait, on code, donc c'est un peu le yin et le yang, on va chercher ce qui est du collapsus et ce qui est de la surdistension
Pour revenir sur la coupe de scanner qu'on a vue, le premier patient qui avait créé beaucoup de surdistension, le deuxième qui avait plutôt levé son collapsus. Et donc là, on est capable de voir, en orange, c'est pas très bon, ça veut dire qu'à haut niveau de PEP, on surdistend beaucoup. Par contre, quand on met une PEP très basse, on a du blanc. Donc le blanc, c'est le collapsus, et le orange, la surdistension. Et donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits pour le bloc opératoire, souvent chez les patients. Vous voyez, donc chaque fois je mets ce petit logo, c'est-à-dire qu'on choisit quand même des patients obèses. Et ça me permet de vous montrer juste, vous illustrer quel niveau de PEP ça trouve, si pour après dans vos blocs opératoires vous soyez sensibilisés à ça. Donc en fait, là, on individualise. Donc il y avait des patients qui avaient soit des PEP à 4, soit des PEP à 12, donc de manière dogmatique, sans individualiser. Et puis les autres qui avaient la titration avec la ceinture, la tomographie. Et vous voyez qu'on peut avoir une amélioration nette de la ventilation dans les territoires dépendants, donc ces territoires postérieurs sur le patient allongé à plat dos, qui ne sont pas ventilés, qui sont collabés. Et plus, donc le fait de titrer permet d'avoir pour le maximum de patients une aération plus importante. Et vous voyez que les niveaux de PEP sont, on va les voir après, vont être variables en fonction pour l'individualisation avec la tomographie. Si on regarde dans cette étude, donc, entre des niveaux de PEP bas et puis le fait d'utiliser en rouge, ici c'est la tomographie, ça améliore nettement le rapport PO2 sur FiO2, ça fait baisser la pression motrice, donc ça améliore la compliance, donc effectivement ça recrute, et puis ça améliore l'aération postérieure, qui, quand on intube et qu'on positionne, quand on fait une célioscopie, en plus si c'est par exemple un côlon et qu'on lui met la tête en bas, diminue très fortement et pourra perdurer en post-opératoire et être responsable d'une détresse ou d'une insuffisance respiratoire post-op. Donc on en retrouve d'autres études qui ont regardé, qui n'ont pas, la tomographie, mais qui essaient de faire la meilleure pression motrice. Donc effectivement, on peut avoir quand on fait ça, donc chercher la meilleure compliance quand on titre la PEP, ça peut permettre d'améliorer là aussi l'aération postérieure. Donc vous partez d'un niveau de PEP élevé, vous voyez que la compliance est peut-être pas à 30, et puis quand vous êtes à 12, elle est à 45, et puis quand vous êtes à 5, elle est à nouveau à 30. Donc la PEP probablement la plus adaptée pour ce patient-là est autour de 12. Donc c'est une façon de le faire aussi titrer pour chaque patient avec la mécanique respiratoire. Quand on reprend la tomographie, ce travail est intéressant parce que du coup, il y a de la chirurgie, donc toujours pareil, plutôt digestive, gynéco, uro, et puis soit en laparo, soit en célioscopie. On cherche donc ce point de croisement ici, j'en ai pas parlé, mais la courbe, elle vous donne avec ces variations de pixels, enfin de compliance dans chaque pixel, on part d'un niveau de PEP élevé, et puis on diminue, et donc vous allez avoir ici la distension qui diminue quand on baisse la PEP, et ici le collapsus qui augmente, et on se dit que le mieux c'est de se mettre au croisement quand on utilise ces machines-là. Et donc c'est ça qui vous donne la PEP de ce patient-là, c'est son point de croisement. Alors il y a des patients qui peuvent croiser à 8, et d'autres qui peuvent croiser à 15, et donc on adaptera la PEP en fonction de ça. Et ici ça vous montre que effectivement quand on fait ça, Quand on fait ça, on améliore toujours l'aération postérieure, encore plus quand on est dans un cas de célioscopie. Mais surtout, on voit qu'on est capable quand les patients sont obèses, ça va proposer des PEP plus élevés. Et pareil, quand le patient a une célioscopie, ça va proposer des PEP plus élevés que quand il est en abdomen ouvert, du fait de l'augmentation de la pression abdominale qui se répercute sur la pression pleurale. Donc c'est des techniques qui vous montrent que c'est intéressant d'individualiser parce que finalement ça prend en compte le type de chirurgie, la morphologie du patient, et ça permet d'avoir le moins de collapsus péropératoire dans les zones dépendantes. Et donc ça vous donne des niveaux de PEP qui vont être souvent quand même à 2 chiffres finalement pour ce type de patient-là. Donc le 5 de PEP, c'est un peu le groupe contrôle. Alors avant, on n'en mettait pas. Maintenant, on met facilement 5 sans trop se poser la question. Et finalement, pour beaucoup de malades, c'est insuffisant. On peut le faire aussi avec de l'échographie. C'est plus compliqué, c'est de voir l'aération avec les lignes B et, le collapse, et des zones atelectasiées. Et donc là, on regardait juste le réveil. Est-ce que c'est mieux entre la VSI PEP quand on les met au réveil ou de les mettre directement sur le ballon? Quand vous les mettez sur le ballon, il y a plus à l'échographie de zones qui sont mal ventilées. Alors on pourrait utiliser très bien la ceinture aussi pour faire ça en salle de réveil et montrer que la technique est la mieux pour garder le poumon aéré quand on extube les patients. Alors la pression motrice, c'est intéressant. Donc je vous remets le petit schéma. Quand on a un patient en ventilation contrôlée, c'est la différence entre la pression de plateau
et la PEP qu'on a réglée. Alors la PEP totale, si vous voyez que le débit ne revient pas à 0 parce qu'il y a un petit peu d'autopep, mais bon, ça c'est pas très fréquent en anesthésie. La plupart du temps, ils ont largement le temps d'expirer. Et on voit qu'effectivement, c'est associé à plus de complications respiratoires post-opératoires quand vous avez des pressions motrices plus élevées. Alors ça, il y a pas mal de travaux, donc au-dessus de 13, avec des volumes courants aussi. Si ce qui explique l'augmentation de la pression motrice, c'est trop de volume courant, bah, ça fait encore plus de complications post-op. Alors, c'est associé, c'est statistique, ça ne veut pas dire que c'est une causalité. Donc ça, la pression motrice, aussi, il faudra absolument y penser quand on règle son ventilateur, qu'elle ne s'échappe pas. Et pour l'instant, il n'y a pas d'études, enfin, il n'y a pas d'études publiées, mais des études en cours qui vont chercher à optimiser le réglage de la PEP pour avoir la meilleure pression motrice. Quand on fait ça, effectivement, alors c'est des petits collectifs sur une étude coréenne ici, mais ça améliore l'aération postérieure, toujours, là, qui est collabée. On peut regarder des choses plus compliquées, mais c'est juste, voilà, on peut faire le pouvoir mécanique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on va regarder comment on fait varier la compliance, enfin l'élastance qui est l'inverse de la compliance, mais on va prendre en compte aussi la fréquence respiratoire. Ce qui veut dire qu'on pourrait essayer de ventiler les patients pour bien les aérer et pour pas trop mettre d'énergie dans la façon de les faire respirer, donc la fréquence respi. Bah, ça aussi, plus on a besoin de pouvoir mécanique pour faire ventiler un patient, plus c'est associé à des complications post-opératoires. Alors ça peut être juste un lien statistique parce qu'il est plus grave, parce qu'il arrive en péritonite, parce que du coup il a une compliance plus basse, etc. etc. Est-ce que ça veut dire que c'est un objectif de les ventiler avec ces indicateurs-là au plus bas? Pour l'instant, on n'a pas de cible à vous proposer. Donc en tout cas, c'est toujours bien associé. Effectivement, plus on met d'énergie dans le thorax qu'on fait respirer, dans le poumon, dans le tissu pulmonaire, plus c'est associé à des complications post-op. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors c'était compliqué dans ce travail, mais à Boston, ils ont essayé de regarder si c'était indépendant des conditions mécaniques de base. Et donc par des stratégies statistiques. Et effectivement, on pourrait probablement avec ça arriver à dire, bah là, on ventile trop fort. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc en résumé, je ne vous ai pas parlé du volume courant parce que lui, aujourd'hui, bah, on ne le discute plus trop. Hein, on ne ventile plus les patients à 12 ml/kg pour avoir de l'aération pulmonaire et efficace. On le fait avec des petits volumes et on fait cette aération avec la PEP, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et si on doit mettre de la PEP, c'est vrai que de la personnaliser, c'est pas mal. Que la pression motrice qui diminue, c'est un bon signe, ou une amélioration de la compliance. Qu'on a des moyens pour l'individualiser avec, par exemple, la tomographie, ou regarder la mécanique respiratoire des patients. On peut faire des manœuvres de recrutement en péri-opératoire, j'en ai pas parlé, mais ça peut aider, bien sûr. C'est recommandé probablement pour la chirurgie qui dure longtemps et qui est lourde. Peut-être pas pour forcément les gestes rapides, mais post-intubation, je pense que c'est bien. Le faire à distance de l'induction pour ne pas avoir trop d'effets hémodynamiques, laisser le patient reprendre un peu sur sa vasoplégie. Voilà. Et la PEP élevée pour certains patients, c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut le titrer. Donc ça, c'est la même en double. En post-op, donc ça c'est rapide, on peut faire de la ventilation non invasive. Donc la VNI, où là on utilise le mode aide inspiratoire. On a des données pour faire aussi de la canule de ventilation nasale, donc l'Optiflow. Ça, c'est en chir cardiaque. Quand on fait de l'Optiflow en chir cardiaque, ben à titre systématique, on a moins d'hypoxémie post-opératoire et moins de risque de réintubation pour la chirurgie thoracique cardiaque. Quand on le fait à des patients qui sont obèses, là aussi, on a une amélioration du risque de réintubation post-extubation. Donc la ventilation, là, cette fois-ci, elle est non invasive, donc c'est la VNI. Donc tous ces deux artifices, OHD et ventilation non invasive, ben, on peut s'en servir en post-opératoire. Ça a des effets qui sont maintenant, on a quand même de plus en plus de données pour montrer que ça marche. Pas mal chez les patients obèses, mais pas que, des patients qui ont des fonctions respiratoires limites. Donc ça peut valoir le coup de donner un peu de temps en salle de réveil pour en faire. Et s'il y a une dysfonction, donc ça c'est en prophylactique, et puis s'il y a vraiment une IRA post-op, donc là bah, on avait des premiers travaux qui ont été faits il y a longtemps en Italie. Alors les Italiens aiment beaucoup le helmet, ce fameux casque qui fait beaucoup de pression expiratoire positive, donc de la CPAP, et qui réintubait moins dans le groupe CPAP. Ça a été retrouvé en chirurgie abdominale par un travail français où on réintube moins quand on fait de la ventilation non invasive. Et puis, ça a été retrouvé aussi chez les patients obèses qui ont eu de la chirurgie abdominale, qu'on a un effet quand on fait de la ventilation non invasive sur le risque de réintubation, et de réintubation quand ils font une détresse respiratoire post-op. Donc en conclusion, en préopératoire, bah, on a la préoxygénation et on peut faire de la VNI et de l'Optiflow.
On a maintenant des systèmes qui permettent de faire les deux, alors qu'ils sont plutôt aujourd'hui, je pense, toujours en AMM pour l'anesthésie, pas encore pour la réanimation. Mais nous, par exemple, à Bordeaux, on l'avait mis au bloc pour les endoscopies digestives. Et le week-end, je le récupérais pour la réa, pour m'en servir pour les inductions si besoin. Donc on peut faire les deux ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus pour intuber les patients. Et ensuite, pour le péropératoire, on va essayer de titrer la PEP, regarder plutôt la mécanique, mais penser qu'il faut l'adapter au fait d'être à plat de ventre. En fait, on ne devrait pas avoir le même niveau de PEP quand on fait un côlon célio tête en bas que quand on fait une vésicule. Or, très souvent, ce n'est pas forcément modifié. Donc on va en discuter cet après-midi dans les ateliers, où je vous inviterai à venir pour vraiment vous montrer un peu des tips avec un simulateur, comment on fait au lit du patient pour régler tout ça.